Bonjour à tous et bienvenue. Euh, je pense qu'on a assez attendu pour être honnête. S'il y a d'autres personnes qui viennent, elles vont nous rejoindre au fil de l'eau. Bienvenue donc à ce nouvel événement de Data Plus Women France au sujet du cheminement de la donnée. Donc, on va un peu parler de d'où vient la donnée, comment elle est traitée et comment on l'analyse. Donc, pour l'agenda d'aujourd'hui, on va faire quelques introductions par rapport au groupe Data Plus Women et les organisatrices. Je laisserai ensuite nos intervenantes se présenter et on leur laissera la main complètement pour nous expliquer comment la donnée est travaillée. Et ensuite, on aura droit à une petite démo de la part de Jade et Annabelle. Donc, concernant Data Plus Women. Alors, si on passe à la prochaine slide, merci. Donc, Data Plus Women est une communauté pour les femmes qui travaillent dans, avec et autour des données. L'objectif est donc de promouvoir et célébrer leurs réalisations et succès, mais aussi de leur permettre de partager leurs différentes histoires, leurs connaissances, expériences, quel que soit leur milieu. Donc voilà. Ensuite, concernant les organisatrices, il y a moi-même, Selma Nebia, je suis Solution Engineer chez Tableau depuis quasiment 2 ans aujourd'hui. Je suis tombée dans le monde de la data juste après mon cursus universitaire. Et avec moi, il y a Katrina Smolska qui, elle, est une ex-solution engineer. Elle vient tout juste de nous quitter chez Tableau pour pour commencer une nouvelle aventure dans une nouvelle entreprise qui s'appelle Pigment. Donc, maintenant, place aux personnes les plus importantes pour cet événement, j'ai envie de dire. À vous, Jade et Annabelle, pour le cheminement de la donnée. Annabelle, je te laisse la priorité. Merci, gentil Jade. Donc, mon nom est Annabelle Lincoln, je suis responsable du centre d'Enablement Tableau à Fontauvet, c'est une banque suisse, donc j'habite en Suisse. Je suis passionnée par Tableau, par l'analyse de données, et j'ai eu la chance d'être nommée pour la 2e année consécutive ambassadeur à Tableau. Voilà, et j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir comme moi à écouter Jade aujourd'hui. Et moi, je vais faire une petite démo, mais bon, l'important c'est Jade. Merci Annabelle. Tu mets un peu la pression. Du coup, moi, c'est Jade. Je suis avant-vente chez Snowflake, qui est une cloud data platform qui permet de faire de l'analyse, de faire plein de choses en fait, mais ce n'est pas vraiment le sujet. J'ai passé 5 ans chez Tableau, là où j'ai rencontré Selma et Katrina. Et entre Snowflake et Tableau, j'ai passé un petit peu de temps chez Google Cloud. Et en fait, c'est un peu tout ce que j'ai vu au cours des 2-3 dernières années où je suis un peu remontée dans la chaîne de valeur de la donnée depuis Tableau vers ce qu'il y a en amont, qui m'a donné envie de faire cette session et de partager un petit peu ce que j'avais pu observer, mais de façon très générale. Donc, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Et en fait, on avait prévu de faire un petit questionnaire juste pour voir un petit peu quels sont vos profils aujourd'hui dans l'audience. Donc, peut-être que si vous maîtrisez un peu Zoom, vous saurez trouver les réactions. Vous avez la possibilité de mettre des petits smileys dans Zoom. C'est dans les 3 petits points. Je ne sais pas si vous voyez mort en bas de la petite barre de contrôle. Dans mort, dans les 3 petits points, il y a réaction et du coup, ça va peut-être nous permettre de faire un sondage. Donc, on se demandait juste avec Annabelle, quel était votre outil de prédilection pour travailler avec les données. Comme ça nous donne une petite idée de où vous en êtes. Donc, à la question quel est votre outil de prédilection, je vous propose de faire un pouce en l'air si c'est Excel. Comme ça, nous, on regarde sur la grille des participants et on peut voir à peu près le volume que ça représente, la proportion que ça représente. OK. Qui est-ce qui préfère le SQL comme outil pour travailler les données? OK. Qui est-ce qui est plus à l'aise sur un outil de BI de restitution?
Ok. Et qui est-ce qui ne jure que par Python pour faire ces manipulations de données? Ok, très bien. Donc, on est à peu près sur le bon public. Catel, tu vas peut-être, voilà, je ne sais pas si tu es peut-être un peu. Non, je me suis trompée, je suis Ah, désolée. ok. Pas Désolée. de souci. Non, mais en même temps, je vous fais découvrir Je les pense que fonctionnalités de Zoom. Léon, je le vois sourire, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait, Catel? Elle a mis un pouce en haut, là, elle est complètement, ça va pas du tout. Désolée. J'attendais en fait la fin, je pensais qu'on gardait le pouce haut. Moi, c'est Excel. Ah oui, non, pas de souci. Sorry. Ouais, non, mais c'est vrai. À la base, je m'étais dit, on pourrait faire des réactions différentes, un cœur pour Excel et tout Désolée, ça. Mais non, c'est désolée. impeccable. Très bien. Donc, ok, plutôt des usages Excel, SQL, BI et pas trop de profil développeur. Ben, c'est normal. Hein, on visait plutôt un profil de personnes qui sont sur plutôt le bout de la chaîne et pour aider en fait à comprendre ce qui se passe en amont et avoir des discussions un petit peu plus fluides avec l'IT, on va dire. Donc, l'objectif premier de la séance, c'est démystifier les architectures data. Donc, on va décomposer tout ça et puis à la fin, on reviendra sur des schémas d'architecture. Comme ça vous permettra de voir que en fait, c'est un peu toujours la même chose et ce n'est pas si compliqué. Et donc, vraiment, on a essayé de structurer ça de façon très digeste. Donc, vous me direz si c'est réussi. Pour les questions, je pense qu'on va les prendre plutôt à la fin. Donc, Katrina fera la modération et s'il y en a une qui est vraiment très, très pertinente au moment où il y a la slide, on verra. Mais a priori, pour rester dans un timing correct, on fera ça à la fin. Et du coup, voilà quelques mots-clés qui me sont venus à l'esprit quand j'essayais de réfléchir au concept que j'aimerais bien aborder pendant cette session. Il n'y a pas d'ordre particulier, mais voilà, si vous vous posez des questions, s'il y en a certains qui vous paraissent évidents, d'autres où vous n'êtes pas sûr de savoir où les situer, l'objectif, c'est qu'à la fin de cette séance, vous soyez à peu près clair sur chacun de ces termes. Pourquoi s'y intéresser? Donc là, je me suis dit, pour garder les gens intéressés sur un sujet qui peut être un peu aride, surtout quand on est plutôt côté business métier, il fallait que je vous dise un petit peu ce que ça peut vous apporter à vous. Et donc, je vois 2 points principaux. Le premier, c'est que vous allez avoir une meilleure compréhension avec l'IT, vous pourrez mieux dialoguer, comprendre ce qu'ils font, comprendre ce que vous pouvez leur demander. Et puis, plus égoïstement, en sachant quelles sont les bonnes technos, vous pourrez aussi les challenger un petit peu quand ils vous proposent des outils qui ne sont pas exactement ceux que vous aviez identifiés comme les mots. Et puis, d'un point de vue carrière, à mon avis, c'est toujours une bonne chose de prendre un petit peu de la distance, de voir, d'avoir une vision d'ensemble de tout ce qui se passe dans son secteur. Et donc, voilà, si vous êtes en bout de chaîne, que ce soit en RH, marketing, supply chain ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant de comprendre comment la donnée arrive jusqu'à vous, quelles sont les étapes par lesquelles elle passe. Donc, le cadre étant posé, on va passer maintenant au programme vraiment structuré de façon quasi académique pour que ce soit le plus digeste possible. Et donc, la première partie, ce sera l'ingestion. En fait, qu'est-ce qu'on va mettre dans les systèmes analytiques pour ensuite pouvoir faire nos analyses dessus. Évidemment, il va y avoir une partie de transformation. Donc, la donnée qui arrive, elle n'est pas forcément propre dès le début. Donc, on va être obligé de la retravailler. Il y a toute la question du stockage, où est-ce qu'on met les données, pourquoi on choisit tel ou tel système. Et puis, la dernière partie, ce sera la partie restitution, utilisation. Et donc, on verra que les 2 utilisations majeures, c'est la BI et la data science. Et donc, on verra rapidement quels sont les outils et puis on essaiera d'aborder quelques concepts clés. Je regarde, est-ce que c'est bon pour vous? OK. Donc, regardons une architecture traditionnelle vraiment grosse maille. Donc, quand je vous disais, on va ingérer de la donnée, elle vient d'où? Elle vient de systèmes sources. Donc, ce sont des systèmes de type ERP, CRM, etc. Les gros systèmes SAP, Oracle qui étaient là bien avant qu'on soit né, qui génèrent de la donnée en permanence. Donc,
C'est des bases de données qu'on appelle en général transactionnelles. C'est le premier mot-clé qu'on s'était dit qu'on allait expliquer. Donc, OLTP, ça veut dire Online Transactional Processing. Et donc, ce sont des bases de données qui vont se remplir au quotidien avec des lignes. Donc, par exemple, quand on fait une transaction bancaire, ça va être une ligne qui s'ajoute dans une base de données et dans une table, et qui s'ajoute aussi dans une table si je fais un virement, parce que ça vient se retirer du compte de quelqu'un pour aller dans le compte de quelqu'un d'autre. Et voilà, tout ça sur des gros volumes en permanence, des modifications de données. Donc ça, ce sont les systèmes sources. Après, de nos jours, avec l'explosion des données, on va aussi avoir des données web qui sont extrêmement volumineuses et en temps réel. On va avoir des données IoT. Et donc, toutes ces données, si on veut chercher à en tirer de la valeur, eh ben, il va falloir les sortir des systèmes sources pour les emmener vers des systèmes analytiques. Parce que ce n'est pas du tout le même design au niveau de la puissance de calcul entre une base de données transactionnelle qui se contente de récupérer des lignes et de les ajouter, et une base de données analytique qui, elle, va devoir faire des agrégations, calculer des indicateurs, etc. Donc, pour passer de ces systèmes sources à notre système analytique, à notre data platform, il va falloir ingérer les données. Donc, on les récupère en général sous des formats fichiers, historiquement, et on va essayer de les pousser vers ici. Et souvent, avant de pouvoir les pousser vers des tables dans un système analytique, dans un OLAP, Online Analytical Processing, il va falloir les transformer. Donc, historiquement, les transformations, elles se faisaient en amont parce que les outils pour faire les transformations étaient distincts, et parce que les data warehouses, ils n'avaient pas la puissance de calcul nécessaire pour à la fois faire les transformations et puis faire les calculs et générer les reports. De plus en plus, on verra que ça change, et c'est donc la partie ELT qu'on verra dans la partie transformation. Aujourd'hui, on peut choisir soit de continuer à faire ETL, qui signifie Extract, Transform, Load. Donc, on extrait les données des systèmes sources, on les transforme et ensuite on les ingère. Et donc ça, de plus en plus, ça peut être remplacé ou complémenté par une approche ELT, Extract, Load, Transform. Donc, on extrait les données, on les ingère tout de suite dans le système analytique. Et comme les systèmes analytiques sont de plus en plus puissants et de plus en plus flexibles, on fait les transformations directement dedans. Donc, le cœur du système analytique, évidemment, c'est le data warehouse. Et ensuite, l'idée, c'est que tout cela va être consommé par donc des applications, de la data viz, de la data science, etc. Donc ça, c'est la vision globale de ce qu'est une architecture data. Juste pour préciser, ça, je ne l'ai pas abordé. En fait, vous avez sans doute vu que voilà, ces 10 dernières années, il y a eu beaucoup de buzz autour du data lake. En fait, le data lake, c'est l'idée qu'on ne sait pas trop quelle donnée va nous être utile à un moment ou à un autre. Donc, on récupère toute la donnée qu'on a, on la met dans un data lake, et puis après, on voit un petit peu comment on arrive à tirer de la valeur de ces données-là. Donc, c'est une approche qui montre ses limites. D'ailleurs, Hadoop, c'est une technologie qui commence à sortir un petit peu du paysage. Les clients se demandent comment ils peuvent sortir de ça pour aller vers des environnements analytiques où ils exploitent vraiment toutes leurs données. Parce qu'en réalité, les données qui se trouvent dans des data lakes, souvent, elles ne sont pas exploitées parce que pas organisées, pas très exploitables. Donc, faisons un petit zoom sur l'ingestion, maintenant qu'on a compris la picture globale. Pour l'ingestion, il y a deux options historiquement d'ingestion. Alors, traditionnellement, on va être sur de l'ingestion en batch, c'est-à-dire qu'on récupère les fichiers, ils s'accumulent sur quelque part dans un dossier. Et puis, comme on a une puissance machine limitée, on va faire des ingestions de tous ces fichiers dans les systèmes analytiques pendant la nuit. Donc, souvent, on entend parler
de batch qui tourne à 2 heures du matin, voilà, classiquement, parce que c'est le moment où il n'y a plus personne qui utilise les systèmes, donc il y a de la puissance de calcul disponible, et donc on va ingérer les données à ce moment-là. Alors évidemment, avec l'évolution des technologies, le fait qu'il y ait de plus en plus de données générées en temps réel, ce mode batch, il n'est plus forcément adapté aux besoins des entreprises qui veulent être le plus temps réel possible. Donc, si on prend l'exemple d'une usine qui aurait de l'IoT pour surveiller, par exemple, les chaînes de montage et voir s'il y a quelque chose qui dysfonctionne, eh ben, ils vont être plutôt sur du streaming de données. Et alors là, désolée, mais on est en novembre, je commence un peu à penser au sport d'hiver et donc ça m'a paru une bonne illustration. Voilà, batch, c'est vraiment le téléphérique, les gens s'entassent dans la queue et puis après, ils y vont en paquet. Versus un tire-fesse ou des pioches ou là, je ne sais pas ce que c'est, une corde, où la donnée arrive en continu et ingérée dans le système analytique. Et donc, pour ingérer la donnée en continu, ça implique d'avoir des outils qui vont être capables de récupérer l'information et puis de la faire suivre après aux différents systèmes qui sont en aval. Et donc, on va avoir des outils comme Kafka, RabbitMQ, qui sont des events brokers qui permettent de... En fait, je peux avoir une application qui va consommer l'information que mon Kafka récupère et en fait, il a des messages qui peuvent être consommés comme ça par mon application pour qu'elle puisse derrière ingérer la donnée au fil de l'eau. Quand on parle d'ingestion, on parle aussi du format des données parce que les fichiers vont pouvoir être extraits des systèmes en différents formats. Donc, classiquement, ça va être du CSV. Vous savez, il y a plusieurs formes de CSV avec les séparateurs différents. Donc, ça, c'est un type de données. Après, on va aussi avoir de la donnée semi-structurée. Donc là, on est plus sur des formats JSON ou XML. Et puis, de plus en plus, on a de la donnée non structurée. Alors, bon, là, c'est du texte, mais ça peut être aussi des vidéos, des photos, il y a plein de données non structurées qui sont utiles aux entreprises, notamment partout, en fait, dans le retail. Ça va être les images des produits. Dans la pharma, ça va être, je ne sais pas, les molécules, les modélisations des molécules. Et donc, tout ça, cette donnée non structurée qui va pouvoir alimenter des usages de data science. Donc, il y a tous ces types de données qu'il faut savoir gérer. Donc, voilà, un exemple de données semi-structurées. Là, on est sur des données météorologiques. Ça se présente comme ça. Donc, on a plusieurs niveaux au sein du JSON. Et à chaque fois, on a un index qui va nous permettre d'aller chercher une valeur en particulier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va être consommable directement par un système analytique qui, lui, s'attend à de la donnée structurée, c'est-à-dire en format tabulaire, avec un nombre de colonnes fixes, un type de données dans chaque colonne qui, lui aussi, est fixe. Et donc, qui est pas du tout, il n'est pas prêt directement à recevoir de la donnée comme ça. Donc, la question, ça va être comment on va réussir à transformer de la donnée semi-structurée en quelque chose qui va être lisible et requêtable par des outils qui attendent de la donnée structurée. Voilà sur la partie ingestion. Voilà, je pense que c'est pas forcément... Enfin, pour moi, c'était juste vraiment poser les grandes lignes. Donc là, on a compris qu'on récupère la donnée de système source. Elle est dans certains formats. Il faut pouvoir la stocker quelque part et que le format soit accepté. Et donc, comment on va pousser cette donnée, soit en batch, soit en temps réel. Et donc ça, je vous montrerai dans la démo parce que ça reste quand même un petit peu abstrait quand on le décrit comme ça. Mais vous comprendrez sûrement un petit peu mieux une fois qu'on verra l'application concrète. Ensuite, il y a la partie transformation, dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure déjà. Donc, l'option Extract, Transform, Load. Donc là, il y a évidemment plein d'outils qui vont vous permettre de faire
de faire une chaîne qui vous permette de transférer directement de récupérer les données, de les transformer et de les ingérer dans le système cible. Donc, ça va être des outils traditionnels comme Informatica, Talend, ou des choses un petit peu plus récentes comme Alteryx. Et l'idée, c'est que certains vont être plus user-friendly avec une interface graphique et puis d'autres vont être complètement en code. Donc, j'ai un exemple sur la slide suivante. Et l'alternative dont je vous parlais, c'est extract, load, transform, où là, on ingère la donnée telle qu'elle et ensuite, on la modifie directement à SQL. Et donc, l'avantage, parce qu'il y a des avantages quand même à faire de l'ELT, ce n'est pas juste des modes et des évolutions technologiques qui rendent ça possible. L'avantage, c'est qu'en fait, quand on ingère la donnée raw, je ne sais plus comment dire, enfin raw, brute, quand on ingère la donnée brute dans le système et qu'on fait les transformations dessus dans le système, en fait, on a une meilleure gouvernance, un meilleur lignage de la donnée puisqu'on voit comment elle est arrivée et quelles sont les transformations qui ont été appliquées. Alors que si on est sur de l'ETL où on fait les transformations dans un système à part, eh ben, on a un petit peu moins cette traçabilité de la donnée. L'autre problème aussi de l'ETL, c'est que voilà, une fois qu'on a fait les transformations, forcément, on a perdu de la donnée. Et donc, ça va être plus compliqué de récupérer la donnée intégrale. Enfin, s'il y a des choses qu'on a supprimées et qu'on voulait finalement exploiter, c'est un petit peu plus compliqué quand on est sur de l'ETL que quand on est sur de l'ELT. Alors, au niveau des grandes familles d'outils, je vous disais, il y a tout ce qui va être fait en code. Donc, il y a Apache Spark qui est un processeur qui permet de faire de la préparation, de la transformation de données en code, soit en Python, soit en Scala, soit en Java. Donc ça, c'est vraiment plus pour les entreprises qui ont une approche programmatique avec beaucoup de développeurs et qui savent gérer du code, le versionning, etc. Et puis pour les entreprises où on donne un peu plus la main au métier, quoique ça reste quand même souvent du domaine de l'IT, mais on peut envisager que des métiers arrivent à comprendre une interface comme ça, graphique, et à l'exploiter. Et ben, on va avoir des outils comme Alteryx, Tableau Prep. Voilà, il y en a plein. Je ne pourrais pas tous les citer et je veux faire de la pub pour personne, mais voilà l'idée. Et juste pour se rendre compte un petit peu plus de ce que c'est une interface graphique en termes de préparation de données, là, j'avais ouvert Tableau Prep que j'ai sur mon ordinateur. Et donc, on voit, en fait, l'idée, c'est toujours qu'on va avoir des fichiers en entrée où on se connecte à une base de données, mais c'est plus simple de l'imaginer avec des fichiers qui ne sont pas propres. Et donc, on va devoir faire des transformations sur ces fichiers jusqu'à obtenir un résultat qui, lui, est propre et exploitable. Donc là, on voit les étapes ont été sous-titrées. Là, on enlève les nuls. Là, on corrige les types de données. Donc, si on regarde dedans, on pourra voir exactement ce qui est fait. Voilà, donc c'est très, très visuel. Et donc, la palette des outils qu'on peut utiliser quand on fait de la transformation est large. Jade, excuse-moi, mais oui. On voit toujours tes slides. Ah, je pardon. pense que tu n'as pas switché vers... Yes, c'est possible. Alors, eh bien oui, je vais partager mon desktop, ce sera plus simple. Voilà. Merci Selma. Très bien. Voilà voilà, en fait, là, c'était l'interface Tableau Prep. Et donc, vous voyez que là, on a des fichiers en entrée. Sur chaque fichier, on va effectuer des transformations, les transformations nécessaires en fonction des erreurs qu'on a constatées sur le fichier. Donc, ça va être enlever des nuls, changer les formats de date s'ils ne sont pas uniformisés. Voilà. Ensuite, on va pouvoir consolider nos fichiers, on va pouvoir faire des jointures, on va pouvoir faire des agrégations, des pivots. Voilà. C'est ce genre de transformation. Quand on parle de transformation de données, on parle en fait de choses assez simples, des choses que vous avez sûrement fait manuellement au moins une fois dans votre vie en essayant de combiner des Excel qui ne voulaient pas s'accorder. Et donc ça, l'idée, c'est de l'automatiser avec des outils. Alors maintenant, il faut que je retrouve mon PowerPoint. Voilà. Très bien. Et donc, quand on parle de... Alors, je l'ai mis dans la partie transformation de données parce que data pipeline, on en parle souvent quand on parle de data engineering.
Et donc, on pense transformation de données. En réalité, un data pipeline, c'est un peu tout ce qu'on a vu, en fait. C'est la capacité d'automatiser tout ce cheminement de la donnée, de l'extraction à la consommation, faire en sorte que la donnée soit toujours fraîche et propre pour les utilisations. Et donc, ça implique, entre autres, donc ça implique tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, hein, de comprendre qu'il y a forcément une partie extraction, ingestion, transformation. Mais ça implique aussi qu'il y ait de l'automatisation qui soit faite au niveau du déclenchement des différentes actions. Donc là, il y a deux approches. Historiquement, c'était plutôt avec des schedulers. Donc, on planifie un traitement à telle heure, tous les jours ou toutes les minutes, voilà, ou une fois par mois. Et puis après, il s'exécute. On a des programmes qui permettent de scheduler ça et que ça se fasse sans intervention humaine. Et de plus en plus, en fait, on va avoir des orchestrateurs qui sont capables d'enchaîner les processus, les traitements, avec des événements déclencheurs et des conditions. Donc ça, c'est l'approche traditionnelle avec des job cron, par exemple, où on dit, bon, bah voilà, telle commande, je veux l'exécuter toutes les 15 minutes. Voilà. Par exemple, pour faire des backups ou pour faire nos ingestions nocturnes là, à 2 heures du matin. Tout ça, ça va être fait avec des schedulers. Et sur des orchestrateurs, on va plus être sur de l'enchaînement de traitements. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un Directed Acyclical Graph. C'est un nom barbare pour juste dire que c'est un espèce d'arbre de décision où on enchaîne les choses dans un ordre donné et avec certaines actions qui dépendent de l'accomplissement d'une action précédente. OK. Donc là, on a vu la partie ingestion, transformation, et maintenant, où est-ce qu'on va mettre cette donnée ? C'est le stockage, et donc il y a plusieurs options pour ça. Donc je reviens sur le schéma assez simple de tout à l'heure, et on va s'interroger un petit peu sur les différences des différents systèmes. Donc là, on a vu tout à l'heure que les bases de données transactionnelles, ça va être... c'est pas du stockage analytique, en fait, c'est pour garder l'historique, mais on ne va pas pouvoir vraiment faire des analyses dessus avec la faible puissance de calcul qu'elles vont avoir d'un point de vue analytique. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de data warehouse ou de systèmes analytiques. Donc là, quand on dit data warehouse, on va penser à Snowflake, mais aussi à d'autres. Microsoft va avoir des data warehouse, AWS va avoir du data warehouse avec Redshift, IBM a des bases de données analytiques. Voilà, il y a tout un tas d'options. Mais le point commun, c'est que c'est des bases de données qui vont être capables de faire des agrégations et de donner des résultats de reporting avec une bonne performance, enfin, plus ou moins bonne performance. Ensuite, il y a les data marts ou les cubes. Alors, les data marts, c'est un peu une aberration technologique, on va dire. C'est du fait que les data warehouse, pendant longtemps, n'étaient pas assez puissants pour supporter tous les utilisateurs métiers qui étaient de ce côté-là. On s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va subdiviser les choses et on va créer des data marts pour les différentes équipes. Donc, par exemple, on va créer un data mart marketing, on va créer un data mart RH, un data mart finance. Comme ça, comme ce sera des plus petits volumes de données et que ce sera dédié aux usages RH, marketing, finance, ils auront des bonnes performances. Parce que le problème, c'est que sur le data warehouse, quand on avait tout et que tous les utilisateurs essayaient d'accéder aux mêmes choses, enfin, essayaient d'accéder à leurs données en même temps, les data warehouse, ils n'avaient pas assez de puissance. Surtout quand c'était des gros systèmes on-prem avec des serveurs, des racks de serveurs, on est limité et donc on n'arrive pas à servir tous les usages. Donc, c'était un peu la raison d'être des data marts. Et du coup, avec l'évolution des technologies, ça devient de moins en moins pertinent d'avoir des data marts. En fait,
Parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on silote la donnée, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de communication entre les différents data marts, et donc on ne peut pas faire des analyses croisées entre les données marketing et finance, par exemple, ou sales et marketing. Donc, l'idée, ça reste quand même de désiloter et d'essayer de tout mettre dans le même système. Et puis, on a le data lake dont on parlait tout à l'heure. Donc, on pense tout de suite à Hadoop. Et donc, c'est plutôt un système avec des fichiers de tout type et avec tout un écosystème Hadoop qui permet d'accéder à ces fichiers, de les requêter, de travailler la donnée, mais qui est quelque chose d'assez complexe à gérer, tant physiquement que techniquement, que humainement, avec trouver les bonnes compétences. Donc, c'est quelque chose qui tend de plus en plus à être repensé, on va dire. Et donc, l'idée des data platforms, c'est qu'un système idéal, il permettrait de gérer tous ces usages-là au sein d'un même système. Dans tous les cas, l'enjeu du stockage des données pour un usage analytique, c'est toujours que la donnée soit fraîche et propre, qu'elle soit accessible à tous les utilisateurs qui en ont besoin, qu'on ait une bonne performance quand on essaye d'y accéder et qu'on ait de la flexibilité quand on veut changer des choses, quoi. Quand on a des nouveaux besoins, qu'on a besoin d'accéder à de nouvelles données ou de les combiner d'une nouvelle manière, qu'on puisse le faire sans trop de difficultés. Donc là, on commence à bien comprendre à quoi sert une architecture data et ce qu'il y a en amont des utilisations. Maintenant, on va terminer par les utilisations. C'est sans doute le plus simple. Donc, l'utilisation la plus facile à se représenter, ça va être les outils de business intelligence. Donc, voilà, j'en ai listé quelques-uns. Power BI, Tableau, Microstrat, Qlik. Et donc, ces outils vont permettre de rendre visuellement, de rendre les données visuellement accessibles en créant des dashboards avec des indicateurs qui permettent d'un clin d'œil en fait, de prendre des décisions, de savoir comment va le business. Et donc là, c'est un exemple de dashboard fait dans Tableau qui, je crois, est celui qui a gagné l'Iron Viz, qui est une compétition de dashboarding dans la communauté Tableau. Alors, côté data science, on va avoir une palette d'outils. Oui, ce que je n'ai pas dit, pardon, c'est que, oui, en fait, la distinction est un peu la même en business intelligence. Là, on voit qu'il y a des outils plus codés, des outils plus clés en main. C'est le cas un peu partout dans l'IT. En business intelligence, vous allez aussi avoir des librairies, des outils open source qui vont vous permettre de faire du dashboarding. Voilà. Après, c'est toujours la question de l'effort versus le résultat et l'impact, quoi. Est-ce qu'on a envie de mettre des développeurs sur du reporting ou est-ce qu'on préfère laisser ça au plus grand nombre, à des gens qui connaissent bien l'opérationnel, le métier? Voilà. Mais en gros, c'est un peu toujours l'arbitrage à faire. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas vraiment de bonne data platform, en fait. Ça va vraiment dépendre de l'organisation, des compétences qu'on a, des objectifs qu'on a avec la donnée. Et donc, revenons à cette partie data science et les outils. Donc, la data science, pour résumer assez grossièrement, en fait, on va essayer de créer des modèles qui vont être capables de prédire des événements ou des comportements futurs à partir de données passées. Donc, pour faire ça, on va avoir besoin de très gros volumes de données. Plus on a de données et plus on arrivera à extrapoler et faire des modèles pertinents. Et donc, en fait, pour créer les données, pour créer les modèles, les data scientists donc récupèrent déjà la donnée, soit dans Dataiku, enfin, soit dans un Jupyter Notebook, et dans ce cas-là, ils utiliseront ce qu'on appelle des data frames qui permettent de manipuler la donnée dans des langages de programmation type Python, Scala, etc. Soit
soit ils y accèdent directement dans les systèmes et en fait, les outils clés en main, en fait, ils abstraient un peu la complexité d'avoir à savoir où accéder à la donnée. C'est un peu grossier, je le fais à trait un peu grossier parce que bon, la plupart des bases de données ont aussi des connecteurs qui permettent de se connecter via Python. C'est pas là le point. Le point, c'est surtout que quand un data scientist récupère de la donnée, il doit la retravailler. Même si elle a déjà été transformée, même si elle est structurée, lui, il va devoir faire ce qu'on appelle du feature engineering, c'est-à-dire traduire la donnée, la traduire pour qu'elle soit compréhensible par un algorithme. Donc, par exemple, ça va être si on a une colonne genre, ça va être de dire que c'est pas homme-femme, mais c'est 0, 1. Ou si on a or, argent, bronze, on va dire 1, 2, 3. Parce que c'est ça que l'algorithme va pouvoir consommer. Donc, toutes ces transformations, ces standardisations, ça va être fait par le data scientist. C'est donc le feature engineering. Ensuite, il sépare les données en deux. Une partie, ça va être les données d'entraînement et l'autre partie, ça va être les données de test, training et testing. Et donc, il va entraîner son modèle sur les données d'entraînement qui représentent en général la majeure partie, 90% des données. Et puis, il se garde un petit échantillon de données de à peu près 10% pour vérifier que son modèle est capable de prédire ce qu'il veut prédire. Donc, si on se dit que c'est un modèle de fraude, il va dire que c'est 0 si on pense que ce n'est pas de fraude, 1 s'il y a une fraude. Et donc, c'est une colonne fraude 0 ou 1 qu'on va essayer de retrouver avec le modèle qu'on a entraîné sur les données de test. Et les données de test, comme on a la vraie valeur du 0 ou du 1, on pourra voir si l'algorithme a bien performé. Voilà, et donc une fois que l'algorithme est entraîné, on peut utiliser le modèle pour faire de l'inférence, donc lui renvoyer des nouvelles données et l'utiliser pour prédire les choses. Voilà ce que je voulais vous dire sur les usages. Alors, si on revient maintenant à des vrais schémas d'architecture, donc des schémas d'architecture trouvés sur Internet de la part des différents cloud providers, des fournisseurs de cloud, donc GCP, AWS, Azure. Voilà ce que ça donne. Et normalement, vous devriez être un peu moins suffoqué en regardant ces schémas d'architecture parce que vous comprenez un petit peu ce qui se passe. Donc là, on a à nouveau nos systèmes sources. Là, on a une partie batch et en fait, dans batch, c'est les différents outils qui vont nous permettre de faire de l'ingestion en batch vers Cloud Storage, qui est notre stockage objet dans Google Cloud et qui fait office de data lake ici. Donc, il faut imaginer, c'est comme sur un ordinateur si j'avais un dossier dans lequel je mets plein de sous-dossiers avec des fichiers dedans. En gros, c'est ça un data lake. Ici, c'est du stream processing, donc c'est les outils qui vont permettre de faire de l'ingestion en temps réel avec le Cloud PubSub qui récupère des messages et les met à disposition d'autres outils pour qu'ils puissent ensuite les consommer. Cloud Dataflow, c'est de l'ingestion et de la transformation. Donc, on a vu, donc là, ces deux-là, c'était l'ingestion, streaming ou batch. Ensuite, on a la partie data science avec le data mining et l'exploration. Là, l'entraînement des modèles, donc on est encore dans la data science. Ici, on a notre data warehouse, donc le système analytique. Enfin, ici, en fait, on a les systèmes analytiques. Et puis là, on a... alors ça, on n'a pas forcément besoin. C'est des bases de données si j'ai besoin de mettre la donnée à disposition d'autres systèmes, d'autres applications. Mais voilà, on a retrouvé nos différents éléments, donc on est capable de lire ça un petit peu plus sereinement et puis ça nous fait aussi une petite liste des outils qui sont disponibles pour les différentes étapes. Donc là, si je regarde un schéma d'archi chez Azure, c'est toujours la même chose. J'ai mes sources de données à gauche. Là, j'ai les outils qui me permettent de faire l'ingestion. Là, j'ai le processing analytique. Là, j'ai toute la partie data lake, et les analyses que j'arrive à faire sur mon data lake. Ici, j'ai la partie intelligence artificielle, data science, et puis ici, j'ai la partie BI restitution.
Et voilà, à nouveau, chez AWS, on retrouve toujours les mêmes étapes avec les différentes briques qu'ils proposent. Donc celui-là, il est un petit peu plus chargé. En vrai, il y a plein d'options pour faire de l'orchestration, de l'ingestion, etc. Mais on a toujours l'option ingestion. La partie data lake, où en fait, je dépose mes données dans un bucket, donc dans l'équivalent d'un dossier où je vais mettre toutes les données brutes. Ensuite, je les valide, je les nettoie et je les fais atterrir dans un dossier nettoyé où il y a plus stage, ça m'échappe. Raw, modeled et curated. Enfin, c'est les comment dire, les frameworks, les grands principes aujourd'hui de data lake et de plateforme data. Ça va être qu'on a en gros 3 zones avec la donnée qui est de plus en plus nettoyée et prête à être utilisée par le business. Donc, elle arrive, elle est brute. On commence à la travailler, on la modèle et puis ensuite, on la met à disposition. Là, elle est vraiment utilisable pour des usages analytiques par des utilisateurs finaux. Et donc là, à nouveau, ma consommation qui se passe ici. Et donc, c'est encore la même chose dans Snowflake. Voilà, j'ai mes systèmes sources. Je récupère la donnée, j'orchestre l'ingestion. Et donc, après, je peux la mettre sur des buckets Amazon et l'ingérer directement dans Snowflake, qui va me permettre de mettre en place différents use cases d'analyse, de data science, en utilisant une puissance de calcul dédiée à chaque use case. Et donc, pour illustrer un petit peu tout ce qu'on a vu, enfin pas tout ce qu'on a vu, mais une partie de ce qu'on a vu, ce qu'on va vous proposer avec Annabelle, c'est de faire une démo à 4 mains, où je vais jouer le rôle de la DBA, donc de l'administratrice de base de données. Et Annabelle sera donc la personne qui analyse les données après, une fois que je les ai mises à disposition. Les données sur lesquelles on va travailler, ça va être des données de Citybike. Alors, Citybike, c'est l'équivalent du Vélib à New York. Et donc, Citybike met à disposition ces données. Si vous voulez reproduire, analyser, vous amuser avec ces données, elles sont accessibles. Donc, si je clique ici, récupérer l'historique des données Citybike, j'atterris sur un inventaire, un index de plein de fichiers. C'est des fichiers CSV, zip, donc compressés. Et donc, ce que j'ai fait pour cette donnée, c'est que j'ai récupéré les fichiers Citybike. Je les ai mis sur un bucket S3, donc du stockage dans le cloud, chez AWS. Ça aurait pu être sur du cloud storage ou du blob storage chez respectivement Google Cloud et Azure, ça aurait été tout pareil. Et donc, une fois que j'ai mes fichiers sur mon cloud storage, ici, je vais pouvoir les ingérer dans Snowflake. Donc, il faut bien à un moment que je les stocke quelque part pour pouvoir dire à Snowflake, va chercher le fichier, je l'ai mis là, et puis tu le fais monter. Donc là, je me mets dans la peau de cet admin. Je vais choisir la base de données sur laquelle je travaille, c'est Citybike et le schéma démo. Et là, on va regarder tous les fichiers que j'ai à ingérer dans mon warehouse, dans ma table. Donc, j'ai plein de fichiers bruts. Donc, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. C'est un autre stage, mais en gros, ce que j'ai, voilà, c'est des fichiers CSV zippés. Et donc, je vais créer une table dans Snowflake. Une table, c'est donc de la donnée structurée. Je vais créer un tableau, comme un tableur Excel, en lui disant, voilà, il y a une colonne trip duration, une colonne date de départ, heure de départ, heure d'arrivée, etc. Voilà les types de données que tu peux avoir dedans. Donc, vraiment, on est sur de la donnée structurée parce que si la donnée n'arrive pas sous ce format-là, il ne saura pas la traiter. Et donc, évidemment, j'ai regardé d'abord ce qu'il y avait dans le CSV. Ça respecte ce que j'ai vu dans le CSV. Et donc, ensuite, je vais pouvoir très simplement ingérer les fichiers directement dans ma table structurée. Et donc, ça va prendre quelques secondes puisqu'il y en a quand même 236, mais c'est très rapide. Et ensuite, j'aurai la donnée à disposition et je pourrai soit faire de
des requêtes en SQL dessus, donc comme là. Donc là, j'ai fait une requête, j'ai regardé combien il y avait d'enregistrements, de lignes dans ma table. Donc, on voit qu'il y a 118 millions de lignes. Ensuite, je peux regarder à quoi ressemble ma table en faisant un select étoile, donc qui va me permettre de sélectionner toutes les colonnes et de voir exactement le format de mes données. Et donc là, je vois que voilà, on a bien ce que j'attendais en fait quand j'ai créé ma table. Donc j'ai les dates, les stations, les types d'utilisateurs, l'année de naissance, etc. Alors, comme ce n'est pas très lisible parce que j'ai uniquement des station ID, donc des identifiants de stations de Vélib, Citybike, je vais faire une jointure avec une table qui s'appelle station et qui contient des indications beaucoup plus claires pour un être humain et donc pour un data analyst qui veut faire de l'analyse géographique. Donc, j'ai des coordonnées lat longues, j'ai des noms pour les stations, j'ai le quartier dans lequel elles se trouvent. Et après, en tant qu'administrateur de base de données, je peux, ou data engineer, ou comme on les appelle à la mode du moment, je vais pouvoir faire une nouvelle vue qui va être disponible pour mes analystes et qui va joindre les deux tables de façon à ce que l'information soit complète. Et donc là, une fois que j'ai fait ma jointure à l'étape précédente, je peux requêter ma table à nouveau et je vois que j'ai bien une méga table avec toutes les infos nécessaires. Donc après, soit je suis à l'aise en SQL et je fais mes petites requêtes SQL pour savoir quel est l'itinéraire le plus populaire et combien il dure, soit je donne la main à Annabelle et c'est ce que je vais faire et je lui dis bah, Annabelle, c'est bon, la donnée est prête et tu peux aller la faire l'analyser dans Tableau. Merci Jade. Et en fait, je pense que c'était très important que vous voyiez tout le cheminement de la donnée parce que c'est vrai que souvent on fait des démos Tableau et les données sont déjà prêtes, mais il y a un grand travail en amont et c'est bien que vous voyez aujourd'hui. On va partager l'écran. Je partage mon desktop. Hop. Donc là, c'est bien, vous avez vu mes emails. C'est pratique. Voilà. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de rafraîchir la connexion, puisque Jade vient juste de réinjecter les données. Et ce que je voulais vous montrer donc aujourd'hui, c'est les premières réflexions que je fais quand j'ai une base de données qui m'est donnée, comme par mon data engineer, par Jade aujourd'hui. Et la première chose que je fais, c'est que je regarde la taille des données. Là, Jade vous l'a montré déjà, on a 118 millions d'enregistrements. Et ça, en termes d'experts en visualisation, vous devez déjà commencer à réfléchir, est-ce que j'ai besoin de ces 18 millions pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que déjà, si j'en ai pas besoin, c'est pas la peine d'avoir autant d'enregistrements pour mon analyse. Et derrière les 118 millions, est-ce que j'ai 10 ans de données? Est-ce que j'ai un mois de données? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Donc effectivement, là, j'ai plusieurs années de données et c'est pour ça que, ou bien je vais demander à Jade, hey Jade, j'ai juste besoin des données à mes années, je n'ai pas besoin d'autant d'enregistrement. Ou là, on va le garder pour certaines analyses parce que j'en aurais besoin peut-être pour comparer avec les années précédentes, voir ce qui se passe. En termes aussi d'expert en visualisation, c'est très important, je vous dis, de savoir la taille de la base de données. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines visualisations que je ne vais pas faire. Je ne vais pas vous représenter tous les points sur une carte qui ont été faits depuis la nuit des temps en vélo parce que ça ne sera pas compréhensible pour quelqu'un pour l'analyser et que ça va me donner de fausses ressources en termes de performance. Donc souvent, voilà, c'est les premières choses que je fais. Je me connecte à la base de données, je regarde le nombre d'enregistrements et je regarde les dimensions les valeurs de certaines dimensions. Donc, par exemple, là, le nombre de vélos. 39 000 vélos. Est-ce qu'on a réellement 39 000 vélos qui tournent en ce moment sur Citybike? Oui, peut-être. Non, normalement, on en a 100 000. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, ça me permet, moi, de valider les données et me poser les bonnes questions en termes d'analyse. Pareil pour les stations de départ et d'arrivée. J'ai une différence. C'est-à-dire que, apparemment,
les gens déposeraient leurs vélos dans des stations dans lesquelles ils ne les prennent pas. Donc, moi, bien évidemment, c'est la première fois que j'ai accès à cette donnée, donc je n'ai pas encore les bons réflexes. Donc là, clairement, et vous devez penser à ça comme une interaction. C'est pas parce que Jade a fini et m'a donné les données que moi, je dois jamais contacter Jade et lui poser des questions, ou je dois jamais contacter le propriétaire de l'application. Non, au contraire, c'est le boulot d'analyste. C'est pas je suis dans mon petit bureau et je parle à personne. Parce que vous allez aller nulle part si vous ne connaissez pas le business et si vous ne parlez pas avec votre IT. Et donc là, clairement, ce que je pense, je n'ai pas été vérifié, je pense qu'il faudrait peut-être aller vérifier sur les données, je pense qu'il y a des stations d'arrivée qui sont fictives. Peut-être qu'il y a des vélos qui ont été perdus ou volés, ou qui sont en réparation et qui sont mis sur des stations d'arrivée numéro, je ne sais pas, par exemple 32 000, 3 000 quelque chose, ou 300 quelque chose, ou 1675. Et donc, là, c'est pourquoi je vous dis que c'est très important de comprendre et de voir les analyses de données, parce que dans ces cas-là, moi, si je veux vraiment analyser les vélos qui ont été loués, je ne vais pas inclure les vélos qui sont actuellement en réparation. Donc, c'est quelque chose, vous voyez, c'est des grosses dimensions comme ça, d'accord, mais ça me permet de me poser des bonnes questions. Donc là, pour la suite de l'exercice, ce que j'ai fait, j'ai juste mis un enregistrement, j'ai juste mis un filtre sur l'année 2020, parce que, par exemple, je veux analyser ce qui s'est passé en 2020. Si ça n'était pas le cas, je pourrais le changer. Pourquoi j'ai mis un filtre là et je n'ai pas contacté Jade encore pour lui dire à Jade, j'ai besoin de 2020 parce que je suis au tout début de mon analyse. Donc peut-être que pour moi, j'en ai encore besoin pour savoir peut-être en comparant pour d'autres années, etc. Mais à la fin, avant de publier le dashboard, je devrais prendre une décision et je devrais probablement, si ça m'intéresse que 2020, dire à Jade ou crée-moi une table dans laquelle j'ai que 2020 ou je ne fais pas bien mon travail. Voilà. Donc, en termes de validation de données, vous voyez, là, j'ai juste fait quelques graphes aujourd'hui pour vous montrer vraiment mon cheminement d'analyse. Après le cheminement des données, le cheminement d'analyse. Et qu'est-ce que je vois, par exemple? Et j'essaie toujours de valider les données pour savoir s'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a des problèmes dans les données, ou peut-être qu'il y a effectivement des choses très intéressantes qu'on est en train de voir. Là, j'ai représenté tous les voyages qui ont été faits, donc toutes les locations de vélos qui ont été faites, en considérant l'année de naissance du loueur. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit des choses intéressantes. On voit qu'il y a des centenaires de plus de 121 ans qui ont fait plus de 4000 4000 tours de vélo en 2020. Et on voit aussi un pic ici qui apparemment, en 1900, on a beaucoup de locations par des personnes qui sont nées en 1969. Donc clairement, là, j'ai plusieurs options. Première option, je regarderai la pyramide des âges à New York pour voir s'il y a un pic en 1969, mais baby boom, c'était pas en 1969. Donc, j'ai plusieurs idées, bien évidemment. Donc, je regarde les différentes dimensions que j'ai à ma disposition. Et j'ai par exemple quelque chose qui s'appelle user type. Et user type, il nous dit si c'est un client ou si c'est quelqu'un qui est abonné et donc est-ce qu'il est client pour la journée ou est-ce qu'il est abonné? Apparemment, les abonnés, on a aussi ce pic en 1959, mais il est bien moindre. Et on a effectivement les clients pour la journée qui sont probablement beaucoup nés en 1969. Donc là, effectivement, là, j'ai besoin de poser la question peut-être au propriétaire de l'application. Et je pense qu'il y a 1969, c'est l'année par défaut. Et les gens n'ont pas envie de remplir ce champ. Je peux tout à fait prendre le sexe. Ici, j'ai aussi des informations sur le sexe. Et qu'est-ce que je vois? Qu'effectivement, je peux imaginer, encore une fois, je ne m'imagine pas en analyse. Hein. Et là, je contacterai Jade et je dirais, qu'est-ce que tu as mis en genre 1? Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est les femmes? Vous voyez, bon, j'imagine peut-être que c'est les hommes, peu importe. Ce que je vois, c'est que c'est un genre 0, donc je pense que c'est quand les personnes n'ont pas rempli ce champ.
Donc effectivement, là, je vois bien que les gens nés en 69 qui n'ont pas rempli le champ, c'est probablement un défaut de l'application qui ne rend pas ce champ obligatoire. Donc on peut penser que nos clients remplissent le champ quand ils souscrivent à un abonnement, mais qu'ils ne le font pas forcément si c'est juste pour la journée. Donc clairement là, qu'est-ce que je fais? J'ai plusieurs options. Ou bien, en termes d'analyse, je vais redistribuer ces 2 millions de cas selon la pyramide des âges aux États-Unis, ou de toute façon, il faudrait que je contacte l'application Honor pour voir si ce champ est vraiment important pour moi d'avoir ce champ dans l'avenir qui est obligatoire. Voilà. Et en fait, en validation des données, on peut faire beaucoup de choses. Là, j'ai représenté le temps moyen par vélo. Qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple ce vélo numéro 49 902 a été loué 13 fois et on a un temps moyen de location qui est 2000 minutes. Clairement, si je m'intéresse au temps moyen, j'ai besoin de ces valeurs extrêmes pour savoir si ça fait du sens, s'il y a une erreur dans les données, qu'est-ce qui se passe. Et là, en regardant, View Data, pardon, on voit qu'il y a une ligne pour laquelle il y a une grosse valeur. Okay, et c'est qu'il y a un vélo qui a été loué et qui a été restitué 20 jours après. Donc encore une fois, là je pense peut-être qu'il a été volé, restitué, ou perdu, restitué, ou bien qu'il était en réparation pendant 20 jours. Et encore une fois, j'ai besoin de connaître les données et qu'est-ce qu'il y a dans les données, parce que s'il était en réparation, et si c'est le temps moyen qui m'intéresse d'analyser, j'aurais besoin d'enlever les stations qui correspondent à la réparation. Et c'est toujours très important et c'est toujours dans les premières phases, moi, les premiers jours où j'étudie une nouvelle base de données, je pose énormément de questions à mon data analyst, aux différents responsables des systèmes sources pour comprendre et pouvoir donner les bonnes conclusions. Donc, je suis désolée. Nous allons arriver à la fin dans 1 minute. Si tu as peut-être des exemples, plein d'exemples intéressants, peut-être s'il y en a quelques-unes qui te paraissent plus pertinents que tu dois partager. Là, j'ai eu un problème aussi avec Tableau, apparemment. Faudrait que je lui envoie le rapport d'erreur. Et pour les participants, si vous pouvez rester quelques minutes en plus, comme ça on prendra aussi quelques questions à la fin. Merci beaucoup. Alors, je dois juste remettre mon mot de passe, je suis désolée. Alors, en fait, je pourrais parler des heures sur ce sujet, donc on va juste... désolée, je dois mettre un mot de passe. Voilà, et puis je me suis trompée, bien sûr, le stress, désolée. Non, ce que je voulais dire pour continuer, et je suis toujours disponible si vous voulez en parler plus tard. Ce qui est bien avec Snowflake, c'est que ça va être rapide. Voilà. Donc là, j'ai beaucoup de choses très intéressantes qui se passent sur les données. Pourquoi il y a ce pic en mars? Et c'est le genre de questions que vous devez vous poser. Est-ce que ce pic en mars, c'est quelque chose qui est commun à toutes les années, ou est-ce qu'il y a une autre explication derrière qui est propre à l'année 2020 et au Covid? C'est ce que je vous invite vraiment à réfléchir à chaque fois que vous avez une question vraiment d'analyse et de pousser. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans des grosses bases de données comme ça, c'est très important que quand vous pensez à la façon dont vous représentez le dashboard, que vous ayez peut-être une approche vraiment de la partie la plus agrégée au niveau de détail, après par des clics. Donc ici, par exemple, je ne vais pas représenter tous les voyages. Je pourrais représenter tous les voyages. Ici, c'est une journée de voyage, vous voyez. Moi, je ne comprends rien. Je ne sais pas quels sont les parcours les plus intéressants. Par contre, si je fais quelque chose comme ça, dire, voilà, quand il parle de Brooklyn, ça me permet déjà d'avoir une répartition d'où ils partent et où ils arrivent. Et c'est quand même quelque chose que vous devriez penser. Donc voilà. Et j'arrête parce que sinon je peux parler une demi-heure de tous les petits cas très intéressants que j'ai trouvés. Merci beaucoup Annabelle et Jade et Selma aussi. C'était très intéressant, je pense, pour nous tous de voir la vue globale sur le cheminement de la donnée.
Donc là, on voulait passer, on a eu quelques questions qu'on voulait vous poser. Donc, on ne va pas les poser tous puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais il y avait une de la part de Nassima. La question, c'était est-ce que Tableau Prep est un ETL ou un ELT? Question piège. C'est plutôt un... C'est compliqué parce que alors moi, quand j'ai quitté Tableau, il ne réingérait pas derrière, ou c'était balbutiant, il ne réingérait pas dans le système derrière. Donc, c'était plus pour préparer ma donnée. C'était... C'est le T de l'ELT ou de ETL. C'est la bonne C'était réponse. de l'ET. Oui. Je pense que c'est la bonne réponse que tu as, Jade. Je crois que on peut pas le flaguer dans une catégorie comme dans l'autre. C'est plus un outil de préparation de données qui ne rentre pas dans la catégorie ELT ou ETL parce que il a une vocation un peu plus spécifique destinée à simplifier toutes les actions qu'on peut faire, toutes les transformations qu'on peut faire au niveau de la donnée. Donc, je pense que le terme préparation de données est très adéquat en fait. C'est ça. Ou alors, il faut enlever le L. Enfin, ça a peut-être évolué depuis. Mais... Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Nassima. Non, je pense qu'on peut terminer. Okay. Très bien. Ouais, moi, j'avais juste une petite conclusion. On s'était dit avec Annabelle, elle l'a répété, re-répété, mais l'important, c'est vraiment d'avoir un dialogue avec les gens qui sont en amont de la donnée, les personnes qui connaissent bien les systèmes sources, l'IT. Et puis, le fait qu'il n'y a pas une plateforme de données parfaite, ça va vraiment dépendre de vos objectifs, des compétences en interne. Voilà. Personne ne peut vous dire, voilà, ma plateforme, c'est la meilleure. Ça va vraiment dépendre des use cases. Et on voit que finalement, quand on voit Annabelle travailler, on se dit, c'est vraiment de là que ça vient. C'est l'utilisateur final, l'analyste, qui va dire ce dont il a besoin. Et de là, on va pouvoir remonter. Alors forcément, on est obligé de composer généralement avec un peu l'existant, mais il faut qu'il y ait un dialogue et une vision autour de la donnée pour qu'on trouve la bonne plateforme de données. Merci Jade. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Si vous avez, comme écrit sur la slide, donc si vous avez une histoire que vous voulez partager, votre expérience, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, nous joindre sur LinkedIn, sur la groupe Meetup et communiquer avec nous. Donc, merci encore à tous et à toutes et bonne soirée. Merci. Merci Jade et Annabelle pour la participation et le contenu. Merci. Bonne soirée à tous.